on peut dire que vous êtes une guérisseuse qui se sert de l'astrologie. Oui. Et de la médecine. Oui, c'est cela. Mais avec cette capacité, comme vous disiez, de rétablir les énergies, de rééquilibrer, Oui. que le médecin habituel n'a pas. Je vois que vous faites des souvenirs, par exemple, je vois que vous racontez dans le tome 1, mon accès à la société d'astrologie. C'est des souvenirs que vous avez eus de rencontres avec des astrologues? Oui. Moi, Vous racontez bien. comment vous avez rencontré les astrologues, en fait? Oui, j'aimais bien. C'est un milieu que vous aimez bien fréquenter, les astrologues, enfin... Oui, des gens qui... c'était bien parce qu'on allait voir un pot ensemble. Oui, à l'Escurial. Oui. Oui. Je sais plus si c'était à l'Escurial. Enfin, c'est le cas, c'était... Oui, c'était... Oui, et vous alliez souvent à ces réunions? Tous les mois? Oui, vous étiez une habituée? Oui. Et donc vous interveniez parfois dans les conférences? Non, je n'intervenais pas, mais on m'a demandé une fois. Non, mais une fois, mais quand... Après, il y avait des débats, non, il y avait des discussions. Oui, non, j'étais dans les débuts, moi, je Oui. n'intervenais pas. Ah oui, d'accord, oui, vous aviez 40 ans de moins. Oui. J'écoutais. Oui, d'accord. Oui, vous posez toutes sortes de questions, la malchance, est-ce que ça existe? Qu'est-ce que vous avez pensé des travaux de Michel Gauquelin, Madame Fontaine? Les statistiques, vous savez, ce monsieur qui a fait des tas de statistiques pour vérifier l'astrologie. Oui. Est-ce que ça... vous avez suivi ça? C'est bien. Oui. C'est bien. C'est bien. Mais enfin, on peut regarder... On vous a pas pas... l'astrologie, mais c'est Ah oui, ça vous appelez pas ça de l'astrologie, c'est ça, oui. Oui, je trouve moi qui fréquente le ministère depuis longtemps, je pense qu'on vous a pas assez vu dans les rencontres astrologiques. Enfin, on vous a pas... Non, pas du tout. Moi, c'est presque par hasard que j'ai découvert votre existence. C'est curieux, vous êtes un phénomène effectivement assez particulier parce que vous avez publié toute cette collection de livres de thèmes astrologiques. Je suis sûr que la plupart des astrologues ne le savent même pas. C'est très cloisonné, on ne sait pas pourquoi. Si là, je suis à part. Hein. Oui, mais je suis ancien chef de service quand même. Hein. Oui. Anesthésiste, réanimateur, cardiologue, chef de centre de transfusion avec un grand parcours médical, y compris électroencéphalographique. Mais en 99, vous étiez déjà à la retraite en 99? En 99, je suis née en 27. Vous aviez 72 ans? Théoriquement, j'étais à la retraite. Parce que finalement, vous n'avez publié qu'après votre retraite, ces livres d'astrologie. J'ai publié en 80 d'abord. Mais sur l'astrologie? Oui, après, oui. Non, en 99? Oui. Donc vous avez attendu... Est-ce que c'est par hasard que ça a attendu que vous preniez votre retraite pour paraître... Oui, parce que j'avais pas le temps de... Non, mais aussi, vous n'aviez plus de risque que ça perturbe votre activité. Non, mais c'est-à-dire que, vous savez, pour avoir une consultation ici, c'était très difficile, parce que personne n'avait mon adresse. Oui. Personne n'a mon nom ni mon adresse. Je suis Madame Mirabel. Oui. Et je publie sous le nom de Dr Fontaine. Oui. On ne fait pas le rapprochement. Mirabel ou Fontaine, nulle part sur aucun bottin, sur rien du tout. Oui. Parce que mon mari a tout enlevé. Oui. Donc, c'était vraiment le hasard pour... Donc vous auriez pu publier sur le nom de Fontaine, on n'aurait pas fait de rapprochement avec votre activité, mais je crois que c'est quand même indiqué sur le 4e de couverture, non? Ah non. Qu'est-ce qui est... Attendez. Non. On ne dit rien sur votre carrière? On dit quand même regardez, dans le... Je suis désolé, peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais dans les deux derniers, on dit anesthésiste et cardiologue. Oui. Le docteur, donc on vous dit bien. Ah oui, on dit bien que je mets dessus, ça. Mais dans votre métier, vous êtes connu comme sous le nom de Mirabel ou sous le nom de Fontaine? Mirabel dans l'hôpital. Oui, donc là, les gens, ils ne voient pas le rapprochement. Ils voient Janine Fontaine, ils disent le docteur Janine Fontaine, anétiste et cardiologue, mais si on cherche le docteur Janine Fontaine, on ne le trouve pas. Non. Donc c'est une fausse piste, hein. Les gens ne peuvent pas vérifier. Non, je suis cachée. Oui. D'abord, ça a évité la foule ici. Oui. Mais c'est vrai que chez la Fonge, il y avait un courrier fou quand
Alors on a dit que l'on ne transmettait plus mon courrier, etc. Oui. J'avais caché. Comment vous m'avez trouvé? Je suis allé à ce congrès du GNOMA. Ah oui? Je ne savais même pas exactement qui vous étiez. Pourquoi est-ce que j'y suis allé? Je ne sais plus très bien. J'ai enregistré votre conférence, et puis je me suis aperçu que vous touchiez à l'astrologie, et puis je suis allé vous voir, et puis vous étiez avec une dame qui vous m'avez donné votre numéro de téléphone, et puis j'ai attendu un certain temps, et puis là je vous ai rappelé, et puis je suis là. C'est un concours de circonstances, effectivement, c'est un hasard. Oui. Parce que moi-même qui suis très au courant de ce qui se passe dans le milieu astrologique, je ne vous avais pas repéré. Non. Vous êtes arrivé, vous êtes passé entre les lames du filet, je ne sais pas comment vous faites, au niveau de l'information. Oui, oui, je suis cachée. Alors là, vraiment, c'est un mystère, parce que... Il n'y a qu'Elisabeth Tessier qui me connaît. Oui, oui. Mais je crois que c'est malheureusement, enfin maintenant malheureusement, c'est... on ne pourra plus dire ça, parce que je crois qu'à partir du moment... Mais si vous regardez sur Internet à Janine Fontaine, Oui. ou à Docteur Janine Oui. Fontaine, vous verrez, il y a plein de choses que les gens me demandent. Oui, 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 j'ai vu ça, oui. Oui, effectivement. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on puisse vous contacter? Est-ce que... Non. Non. On met même pas votre téléphone. On met... Voilà. Vous n'avez pas un email où on puisse envoyer éventuellement des... Oui, si, je vais... Parce que l'email, c'est ce qu'il y a de moins pénible. J'ai fait mettre, mais Voilà. je sais même plus... Enfin, il serait bien que vous me donniez cet email pour je viens de le faire mettre. Oui. C'est ma gardienne qui l'a fait. Finalement, Voilà. je n'ai plus qu'un téléphone qui marche au lieu de 3. Oui. Comme j'ai un étage supérieur, quand je suis là-haut, je n'entends pas. Ah ben oui. Alors, je crois que mon email, c'est... Voilà, dites-moi quel est votre email. Tout ça, c'est quand même... Bon, vous n'êtes pas obligé de les lire. J'avais 25 ans, 26 ans, c'était la grande animatrice de Paris. Alors, quels sont dans votre thème astral les éléments qui font que vous êtes venu anesthésiste? Neptune. Neptune dans votre thème, c'est ça qui donne votre signature anesthésiste. Je pense, oui. Qu'est-ce qu'il a ce Neptune dans votre thème? Neptune, il est au fond du ciel. Oui, d'accord. Mais quelque part, je mets mon thème d'ailleurs. Oui. Peut-être dans le dernier livre. À la fin, le dernier. Oui. Quelque part, L'auteur. Voilà. Ouais, l'auteur. Il faut quand même qu'on sache à quoi vous ressemblez. Oui, mais il est pareil. Eh oui. Alors, il faudra que vous enleviez des choses indiscrètes quand même. Oui, je crois qu'en effet, ça c'est sûr. Hein. Alors, je crois que je sais à peu près ce qu'il faut enlever. Par exemple, ce que vous dites sur Madame Pradel-Leroy, je ne sais pas s'il faut le garder. Sur votre fille, bon, il y a des choses qu'il faut enlever. Hein. On va faire au mieux. Hein. Donc c'est ça, c'est ce Neptune qui est ici, voilà, c'est ça. Oui, moi je pense que le nœud nord à l'ascendant là est bon pour moi. C'est l'énergie quand même, hein, actuelle. Et oui, c'est bien moi ça. Oui, l'auteur, c'est vous. Et puis, bon, j'ai Pluton quand même, en maison 2. Oui. La force, hein, quand même. Oui. Pluton en maison 2 sur les énergies, la maison 2. C'est la force. Par contre, en maison 4, j'ai Neptune. Et Neptune qui est en bon aspect avec mon ascendant. Donc j'ai le syndrome de Neptune quand même. Le syndrome, vous appelez ça? Oui, le syndrome de Neptune. C'est quoi le syndrome? Ce sont les gens, si vous lisez mes livres, oui. Et comment les Rachel Lafont, oui. vous verrez les perceptions des gens. Et j'accuse encore dans le dernier livre toutes les perceptions des gens. Et les gens qui disent, je ne peux pas en parler à personne, ni à ma famille, ni au médecin, mais je sens ceci, cela. Oui. J'ai vu une dame là pour lui faire plaisir, parce qu'elle était venue à la conférence, c'était une voisine. Elle me dit, je ne sens pas mes jambes.
je ne sens pas mes jambes. Or, le corps éthérique était là. Alors j'ai accepté parce que comme ça, c'est Sylvie qui l'a examiné. Vous comprenez, comme je voudrais que ma fille qui est en crise, je voudrais qu'elle en profite pour prendre le message, qu'elle sache. Oui. Ben, le corps éthérique était là. Et alors, au pied là, comme ça. Alors, les thérapeutes qu'il y a eu disaient qu'elle était coupée en deux. Effectivement, son corps éthérique va jusque-là correct. Et puis après, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne. Alors, un tas d'examens neurologiques qui ont satisfait Sylvie, qui est neuro-ophtalmo, bien sûr, la neurologiste. Et alors, quand elle a examiné la malade, elle n'a plus compris parce que c'était un autre système, un autre complètement différent. Et moi, mes signes correspondaient à ce que disait la malade. Alors que les examens de neurologie, il y avait un pilier d'examen, un paquet. Il ne trouvait rien. Et à la main, elle a senti tout de suite. Donc, imaginez quel coup c'est pour elle. Oui, par rapport à tout ce qu'elle a appris. En France, en Amérique et ailleurs, et en Angleterre. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'un médecin qui ne connaît pas l'astrologie et qui ne connaît pas ces facultés-là énergétiques, il peut quand même travailler correctement? Il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Parce que c'est comme toute la profession que vous remettez en question Oui. au niveau des informations. Ils n'ont pas toutes les informations qu'ils veulent, ils ne prennent pas en considération toutes les informations, ils n'ont pas tous les moyens, eux-mêmes n'ont pas développé en eux-mêmes. Parce que finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est pas la peine d'avoir des grosses machines. Non. Il faut développer son propre corps, en fait. C'est ça. Vous êtes contre la technologie, vous êtes contre la technicité, quelque part. Je ferais presque que le médecin soit lui-même une espèce de radioscope, en fait, que lui-même soit une sorte de... Et ça, en lui-même, cette faculté de percevoir les choses sans utiliser des appareils. Oui. Alors, certes, Sylvie, elle est sensible, hein, c'est l'artiste, donc elle est sensible, mais elle a senti et imaginé le choc pour elle. Une malade neurologique, qui n'est pas, dont les signes ne sont pas expliqués et qu'elle sent avec maman. Alors, j'ai fait quelques enseignements, j'ai fait quelques petits groupes comme ça pour enseigner à des gens qui me demandaient, des médecins. Et alors elle est venue quelquefois. Elle dit, maman, qu'est-ce que tu fais comme erreur d'anatomie? Oh maman, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous répondez? Elle était scandalisée. Bah oui, mais maintenant elle commence à comprendre pourquoi je fais des erreurs d'anatomie. Parce que mon anatomie à moi n'est pas la même que la sienne. Mais, parce que là on a du mal à vous suivre, quand on est astrologue, on comprend certaines choses par rapport à l'astrologie, mais quelque part, comment voulez-vous que les gens comprennent quand vous parlez de différentes couches, de différentes strates? Les gens ne les voient pas, ne les captent pas. On les parle. Tout le monde n'est pas capable de le faire quand même. Écoutez. Vos élèves, vous arrivez à les initier à ça? Oui. Vous les prenez et vous leur dites voilà. Ah bah ils travaillent, hein. On travaille 2 jours, on s'arrête un jour, oui. Parce qu'on travaille 2 jours. Ah oui. Et pendant 4 jours, du matin au soir, on apprend à sentir. Moi-même, j'ai une certaine formation dans ce domaine-là. Je travaille beaucoup sur les chakras, des choses comme ça. Oui, Et ben on les sent, les chakras. Oui. Mais il faut que ça commence, je crois, il faut d'abord se relaxer, c'est ça? Quand quelqu'un n'a jamais fait ça, il faut qu'il apprenne à faire circuler l'énergie, c'est ça? Il faut circuler, voilà, vous imaginez que quelque chose descend en vous, je sais pas. Non. Comment on éveille cette sensation? Je commence par faire une séance de sophrologie. Mais en général, les gens qui viennent sentent déjà. Enfin, ils savent. S'ils viennent, s'ils me demandent, ils savent. Mais qu'est-ce que vous appelez une séance? Excusez-moi de poser une question un peu idiote. Qu'est-ce que vous appelez une séance de sophrologie? Ah, vous connaissez pas la sophrologie? Si, mais je parle des gens qui nous écoutent. Eh bien, une séance de sophrologie, on en parlait justement à la radio. Hier, je m'entendais parler de la sophrologie. Moi, je sais que la sophrologie, mais qu'est-ce que c'est qu'une séance de sophrologie? Ah, ben ça dure un quart d'heure, 20 minutes, où on vous suggère. D'accord, voilà, c'est ça.
On vous fait respirer Oui. de telle façon. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais je voulais qu'on soit... Oui, on vous fait respirer d'une telle façon, on vous fait sentir la lourdeur des bras, individualiser les doigts, etc. Voilà, Oui. c'est ça. Mm. Oui. C'est ça que vous appelez la séance de sophrologie, oui, bien sûr. Oui, c'est... alors, non, c'est les gens qui font du yoga aussi, on font ça. Oui. Dans le yoga, on développe cette... Il y a beaucoup de sophrologues quand même maintenant. Oui, j'ai bien connu M. Dapré, je ne sais pas si vous connaissez Denise et André Dapré, qui ont publié plusieurs ouvrages chez Très Daniel, sophrologie. Il y a été des astrologues aussi d'ailleurs. Il y a aussi ceux qui font... Pardon? Pardon, j'avais... Il m'est arrivé un drôle de chose, j'ai changé d'ordinateur, et alors je savais, je n'ai pas très bien manipulé, j'avais donné mon manuscrit chez Très Daniel qui me l'a refusé. Et je me suis aperçue après que c'était un brouillon. Je ne savais pas bien. Il a réessayé. Parce que Très Daniel, il a publié sur la sophrologie. Il y a quelques années, il a... J'étais vexée, après j'ai même pas osé lui dire pardonnez-moi, c'est un brouillon. Oui, ça c'est des vues. Mais... Enfin, c'était qui ne doit pas sortir. Oui, si peut-être que vous pourriez quand même réessayer, enfin, on ne sait jamais. Très Daniel, je le connais bien. Oui. Donc il faut que je garde ça pour ma fille. Mais si vous voulez, je peux vous faire lire sur ce manuscrit que j'ai quelques lettres. Vous allez voir. Allez-y. Voilà. Quelques lettres. Parce que j'ai mis quelques lettres et vous allez peut-être... Excellent. Alors je mets ça. C'est quand même... Prenez votre temps. Oui, alors qu'est-ce qu'on dit dans cette lettre? On me dit que je n'ai rien, et cependant je sais que je suis malade. Je suis contraint de m'adresser à vous, car bien qu'ayant passé des examens, une foule de médicaments, la médecine officielle ne peut rien pour moi. Oh, je me reconnais dans la description que vous faites dans vos livres. Vous voyez? Oui. Qu'est-ce que c'est que d'être normal, m'écrit une autre jeune femme d'un milieu académique après avoir assisté à l'une de mes conférences. Parce qu'elle aussi, elle ne sait pas si elle est normale ou anormale avec ses perceptions. Un jeune homme qui m'écrit « J'ai acheté tous vos livres, j'ai été très étonnée de constater qu'ils correspondent à toutes mes théories, celles que j'ai élaborées à partir de mon vécu. Vous ne pouvez imaginer le bien que cela me fait de retrouver des témoignages de personnes qui vivaient la même chose que moi. Le fait, en fait, depuis que je suis tout petit, je suis atteint par ce que vous appelez le syndrome de Neptune. Ah oui. Les manifestations que vous décrivez me correspondent totalement. Depuis mon enfance, je ressens plus que les autres, les non-dits, les problèmes de chacun. Pendant mon adolescence, j'ai essayé d'en parler à mes parents. À plusieurs reprises, eux disaient que ce n'était pas possible et que c'était le fruit de mon imagination. Oui. Mais les faits étaient là, j'avais des intuitions extraordinaires et j'arrivais à prévoir des choses imprévisibles. Le plus difficile pour moi est de faire des malaises en présence de certaines personnes, maladies avérées ou à venir, morts imminentes, ou en des lieux où l'ambiance est malsaine. Souvent, j'ai des pensées obsessionnelles envers certaines choses dont je n'arrive pas à me débarrasser jusqu'à ce qu'elles aient une signification dans le domaine du concret. Le résultat est que je me sens souvent incompris et que je me renferme sur moi. J'appelle cela le syndrome de l'huître. J'ai souvent le sentiment de ne pas vivre dans le même monde que les autres. Le meilleur moyen que j'ai trouvé pour m'évader est par le sport et surtout les arts martiaux. J'ai aussi pratiqué la sophrologie. Dans le cadre de mes études, j'ai eu l'occasion d'étudier la physique quantique et je trouve votre théorie sur le corps très intéressante, etc. Vous voyez? Alors, à votre avis, justement, qu'est-ce qui les a intéressés spécialement dans votre théorie? Dans vos théories? Qu'est-ce qui les a retenus? C'est que je décris des syndromes que ressentent. Oui, c'est ça. Là, voilà une autre dame qui dit « Les humains, j'ai tellement fait d'efforts pour leur ressembler, pour être comme eux. C'est difficile, en même temps, je les aime tellement du point de vue de l'énergie. Je sais ce qu'on est capable de faire dans une journée. J'en ai une idée très précise, mais il faut que je vous parle de quelque chose qui ne me rend pas la vie facile, une sorte de télépathie. Il m'arrive de parler un peu comme un extraterrestre. Ouais. Mon objectif est de comprendre pour ne plus la subir. Même si on me dit que je ne suis pas assez ancré à terre, je
n'ai jamais déliré malgré tout ce que je peux entendre. Suis-je médium? Mais cela me rend trop triste d'y penser. C'est plus d'un 21 ans de ma vie. Dans le passé, après une tellurgie, j'ai commencé à voir des couleurs autour des gens, des formes. Je réagis beaucoup en lieu religieux, aux formes. Voulez bien accepter de m'aider à comprendre la différence pour enfin être bien sur cette terre, etc., etc. J'ai des tas de lettres comme ça. Des gens qui m'ont compris. Mais qu'est-ce que vous pensez de la médiumnité, Madame Fontaine? C'est le syndrome de Neptune, hein. C'est équivalent. Vous pensez que... Donc, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un médium, alors, finalement? C'est quelqu'un qui est en relation, qui a la perception et l'intelligence de ses corps invisibles. Est-ce que ça veut dire qu'il communique avec des entités? Il communique avec tout. Avec l'au-delà, avec... Oui, avec tout. Moi, j'ai une de mes amies qui est une femme bien ancrée dans le monde, et dans le monde des affaires, comme dans le monde artistique d'ailleurs, bien qu'elle ne soit pas artiste. Elle sait quand il y a un tremblement de terre quelque part, elle le ressent sur elle. Donc, en fin de compte... Ce sont toutes ces orbes que je décris, oui. ces vibrations que je décris, qui entrent en rapport avec les vibrations qui se passent ailleurs. Est-ce que vous ne pensez pas que... Moi, je perçois une certaine contradiction dans vos propos, ou dans votre expérience, parce que finalement, l'astrologie elle-même, c'est un savoir, et il faut faire des calculs, il faut dresser le thème, etc. Et d'autre côté, il y a la sensibilité psychologique. La connaissance immédiate, oui. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes pris entre trois plans différents. Il y a le plan de la science, le plan de l'astrologie qui est également un apprentissage, un savoir, et puis il y a d'autres dimensions. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc, de certaine manière, les astrologues sont parfois des gens qui n'ont pas cette sensibilité, justement. Ah oui, alors ils raisonnent. Ils se servent de l'astrologie pour compenser leur manque de sensibilité. Oui. Ils ne captent pas les choses et les gens, et donc ils ont besoin du thème astral pour les capter. Oui. Donc vous, justement, en l'occurrence, vous êtes un petit peu... Au fond, vous n'avez pas besoin de l'astrologie, quelque part. Quelque part, non, mais je suis quand même rationaliste, quelque part, oui. Aussi. Hein. Je suis scientifique. Et je suis oui. Heureuse de faire l'accord entre tout ça. La concordance. Ça me satisfait. Oui. Ça me satisfait. Oui, vous montrez que les astrologues n'ont pas complètement tort et que ce qu'ils disent correspond à certaines choses, mais ces choses-là, vous pouvez les observer par ailleurs. Ils n'ont pas synthétisé. Oui. Et puis, il y a l'intuition aussi. Je vais vous raconter quelque chose de drôle, c'est que je ne suis pas électroencéphalographiste. Je n'étais pas électroencéphalographiste quand j'étais à l'hôpital. Mais comme j'étais l'anesthésiste amateur des premiers cœurs poumons artificiels, des premières hypothermies, je voulais quand même savoir ce qui se passait au niveau du cerveau. Oui. Et j'avais demandé qu'on me prêtât un électroencéphalogramme. Oui. Et donc je faisais mon anesthésie, ma réanimation, et je prenais l'électro pendant toute l'intervention. Et c'est comme ça que je décris moi qui n'étais pas électroencéphalographiste, je décris des ondes qui n'avaient jamais été décrites par les électroencéphalographistes. Oui, alors ils ont dit d'abord que ça n'existait pas, ouais. Que c'était des artefacts. Mm. Et puis ils ont été... Mais comment dirais-je, mes dossiers arrivaient, ils ont été obligés d'admettre. Oui. Alors il y a eu un grand congrès international là-dessus, mais tous les travaux ont été pris par le professeur de Godard-Valenne, par ma patronne, par une autre assistante, et moi, je n'étais pas nommée, et je voyais tout mon travail défiler. Ah. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant de ça? Ça continue à... Ça fait longtemps de ça. Hein, ça fait longtemps, mais ça a été admis entre-temps. Ça a été admis, oui. C'était un titre de gloire pour vous, ça. Oui, mais c'est comme ça. Et on ne vous l'a pas accordé par la suite? Non, mais je m'en suis peu occupée. Vous ne l'avez jamais revendiqué dans les bouquins? J'ai compris comment ça était fait, la médecine. Oui. J'ai compris. J'ai révolutionné le traitement des brûlés aussi. Autrefois, on faisait du sérum physiologique. Oui. Et comme moi, j'étais transfuseur,
j'avais le diplôme de chef de centre de transfusion et que j'avais le pouvoir d'aller au centre, oui. dans un service et l'autre. Au lieu de mettre du sérum, j'ai mis du sang. Et les brûlés qui ne guérissaient pas, ils ont cicatrisé à vue d'œil. Oui. Ça a transformé le... C'était scandaleux. Ça a été appliqué par la suite? C'était appliqué par la suite. Oui. Et j'ai même fait des globules déplasmatisés pour le pot. Mais ça a été pris après. Non, quand même, il y a Raymond Villain qui avait, dans un livre, Raymond vous a accordé. il a mis le signe de Mirabel. C'est-à-dire que quand la formule sanguine, les globules rouges baissent, c'est le bon signe, ça veut dire que le malade cicatrise. Donc votre nom désigne un certain type de situation, un certain processus. Oui, c'est Raymond Villain. Vous avez donné un nom à un processus. Dans l'encyclopédie, il avait fait ça, oui. Alors votre mari doit être content. C'était Mirabel, ça pouvait être aussi bien lui. Et lui, il faisait des choses intéressantes, votre monsieur Mirabel? Mon mari, il était chirurgien à la clinique. Il faisait, enfin, il a rien, à l'hôpital, il s'occupait de chirurgie infantile et à la clinique de tout. Oui, enfin, il a rien fait d'extraordinaire. Vous étiez plus créatrice que lui, apparemment plus créative que lui, au niveau de... J'ai eu bien des problèmes. Et vous n'avez jamais suggéré à votre mari d'intervenir au niveau chirurgical avec vous? Non, il était contre tout. Oui. Non, mais il y a des tas de choses comme ça. Par exemple, j'ai fait mon diplôme de cardiologie et c'est moi qui ai révolutionné un syndrome qui était mis aux examens, qu'on faisait des soirées là-dessus. C'était, ça s'appelait les malades résistants aux diurétiques, les œdèmes résistants aux diurétiques. Alors il y avait des tas d'hypothèses. Et puis moi, élève de cardio, pour avoir mon diplôme de cardiologie chez Le Nègre, je regarde le malade qu'on décrivait, je regarde l'examen, je dis mais on n'a pas fait le rapport albumine sur globuline. Et le rapport, il faudrait le faire parce qu'il est inversé. Alors on a fait le rapport, notre examen, effectivement, rapport sur albumine sur globuline inversé, ce qu'il fallait c'était du sang. Alors il y avait un assistant qui était là, professeur, médecin des hôpitaux aussi, qui me connaissait quand même, qui a mis du sang à cette malade. Et voilà. Et le patron du professeur Le Nègre est passé. Comment? Du sang? Oui, c'est Madame Mirabel qui l'a suggéré. Et pourquoi? Alors je lui explique le rapport albumine-globuline qui n'avait pas été fait. Ah oui, il ne m'a pas renvoyé du service, lui. Il a dit, bon, ben alors vous avez raison. Ben alors, oui, c'est comme ça. Alors on a au syndrome assez malade, résistant aux diurétiques, on a supprimé le chapitre dans les livres. C'est pour vous dire que c'est l'intuition. C'est l'intuition mêlée au savoir. Je savais quand même comment lire un examen de laboratoire. Et eux ne savaient pas lire un examen de laboratoire. Ils savaient voir un électrode d'abord. Mais vous avez, excusez-moi, vous avez une bibliothèque, pour revenir un peu à notre sujet, vous avez une bibliothèque astrologique importante chez vous? Une heure. Vous avez beaucoup de livres d'astrologie chez vous? J'en ai quelques-uns. Non, mais moi j'ai fait mon astrologisme. Oui, mais enfin... Oui, j'ai quelques livres, mais enfin pas... Alors revenons, Madame Fontaine-Mirabel, à votre astrologie, parce qu'on n'a pas encore parfaitement perçu les contours de cette astrologie. Pouvez-vous faire l'effort, en quelques minutes, de nous dire qu'est-ce que c'est que cette astrologie que... Déjà, il faut croire aux trois corps. Bon. Donc ça, c'est un principe de départ, une prémisse. Il faut croire aux trois corps. Alors, le corps physique, donc, avec les données classiques, le corps énergétique, qui dépend quand même des positions des planètes, et le corps spirituel, qui est comme un destin et qui dépend des formes des planètes, qui affectent les planètes. Les triangles, les carrés... Voilà, c'est ça, le dessin global du thème. Voilà. Et comme la sainte, je ne sais plus quelle sainte, elle a toutes ces planètes-là, puis la Lune
en bas. Oui. Hein. C'est un dessin. Oui, il y a d'ailleurs des astrologues qui ont donné des noms à ces dessins, Oui, oui. comme Pierre Lassalle, Oui. etc. Alors, Comme je me suis servi de ça et j'en ai rajouté, j'en ai modifié. Vous avez donné des noms à certaines configurations? Oui, j'ai mis Qu'est-ce que vous avez des noms? La poêle à frire, la J'ai saladier? mis dans le livre, là je me souviens plus, dans le dernier livre, j'ai mis des noms. Je me suis inspirée de ce qui avait été fait, puis j'ai rajouté des noms en fonction dans le dernier livre. Oui, c'est ça. Donc, Je me sers de tout, hein. oui. Oui, donc vous lisez. Oui. Je me sers de tout. Alors, on continue votre exposé, alors, donc finalement. Alors donc, moi je pense que les grands dessins du ciel, ce sont des démarches spirituelles, c'est un dessin spirituel. Comme en ce moment où toutes les planètes sont dans 3 ou 4 signes, selon le moment, il se passe quelque chose dans le monde. Regardez l'Afrique du Sud, L'Afrique du Nord. Ouais. l'Afrique du Nord, l'Égypte, Ouais. ce qui s'est passé au Moyen-Orient, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe ici quand on voit quand même que la justice est en grève, Oui, c'est vrai. Vous suivez de que très la près police l'actualité. est en grève, Oui. que la télévision est en grève aussi. Enfin, il y a une inhibition et il n'y a pas de circulation. Il n'y a pas de circulation d'énergie, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas. C'est quand même étrange. Cette agglomération de planètes qui va avec une concentration quand même. Il n'y a pas. Ça respire pas. Oui. Et pourtant, d'une certaine manière, ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, c'est comme les gens bougent beaucoup. Enfin, je veux dire, ça. Ils bougent sur place. Oui. Ils bougent sur place et Enfin, s'agglomèrent. ils se libèrent quelque part de quelque chose. Ils se libèrent quelque part. Oui. Oui. Mais enfin, finalement, ça bouge pas tellement. Hein. Moins qu'on pourrait le croire, oui, effectivement, oui. Mais c'est quand même impressionnant, toutes ces foules qui sortent comme ça, qui se réveillent. Comment vous avez vécu, par exemple, 1989, la fin de l'Europe de l'Est, c'était quand même très impressionnant. Oui. Mais ça, je dois dire que je ne me préoccupe pas beaucoup de la politique. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse quand je vois, je dois voir un livre qui, quelque part, je ne sais plus de qui il est, qui montre le thème de la naissance d'un pays, par exemple, Oui. et ce qui devient après, c'est intéressant. Oui, oui. Mais c'est pas mon truc. Pas Non. Donc revenons un peu sur votre astrologie. Donc vous l'avez accommodée avec votre propre expérience des 3 corps. Alors tout le monde, quand les gens n'ont pas ça, évidemment, ils ne peuvent pas vous suivre. Non. S'ils n'ont pas cet Et éveil. la physique quantique, mais je suis en accord avec la physique quantique. Oui. Oui, c'est quelque chose d'assez ambitieux en fait. Hein, oui. Une sorte de synthèse. Oui, avec la physique quantique. Alors pour revenir à la physique quantique, quel rapport avez-vous établi entre l'astrologie et la physique quantique? Ben, la physique quantique, ça porte sur l'énergie-information. C'est ça. Donc la physique quantique justifierait le... Chaque planète envoie son Voilà, c'est énergie-information, ça. Oui. avec son rythme et ses qualités d'information. Donc le système solaire serait une sorte ce serait un ensemble d'informations qui serait organisé. D'information. Oui. Mais je parle de tout ça dans mes livres. Oui, oui, mais moi j'aime bien l'enseignement oral. J'aime bien que les choses soient reformulées. Donc ça, c'est une tentative de fonder scientifiquement l'idée même d'astrologie. Vous la fondez au niveau des énergies quantiques, vous la fondez au niveau des énergies spirituelles. Alors ça, c'est un autre champ de connaissances qui est réservé aux personnes qui connaissent un peu... L'énergie-information. Au niveau de la spiritualité, ça ne s'appelle pas l'énergie-information aussi. C'est le départ, l'énergie-information. Ah oui. C'est un mot que vous avez employé, c'est vous qui avez employé. Ah non, c'est connu ce terme l'énergie-information. Et médicalement, d'ailleurs,
c'est assez curieux parce qu'on peut distinguer l'énergie de l'information. On découple les deux. Oui. Sur un malade, je peux découper l'énergie et l'information. Ce qui n'est pas évident, a priori, d'après ce que je vous... Ben, c'est pas évident, non. Et alors, quel est l'avantage de découpler les deux? Ben, par exemple, un enfant anormal. Alors, je vais vous raconter ça parce que c'est drôle. Je reçois un coup de téléphone de Belgique. C'est un couple qui arrive avec un enfant, qui arrive du Brésil, avec un enfant qui a des problèmes neurologiques au niveau de la tête, qui n'avance pas, un peu toute petite, hein. 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ils sont partis au Brésil voir les guérisseurs. Ah ben oui. Et au Brésil, qui est une spirit, Oui, j'ai absolument. écrit un livre sur le Brésil aussi. Ah oui. Puis c'est le 4e monde. Au Brésil, le guérisseur dit, voilà, vous rentrez en Belgique, vous faites les examens habituels, mais pour soigner l'enfant, vous allez voir le docteur Fontaine, à Paris. Et il me donne mon numéro de téléphone. Moi, je ne veux plus soigner, mais quand même, j'accepte. Et je vois en effet que l'enfant, il n'a pas d'énergie dans la tête. C'est comme couper là, un peu. Il y a de l'énergie dans le corps. Et puis, là, le gosse est contre la mère, comme ça. Je regarde les joues de la mère. Je dis, mais vous avez des problèmes dentaires? Ah oui, mon tel. Ça ne vibrait pas du tout. C'est-à-dire que la mère nourrissait sa joue et son affection avec l'énergie du bébé. Mais inconsciemment. Inconsciemment. Il y avait de l'énergie dans le corps du bébé, mais pas dans la tête. Alors, vous lui avez expliqué ça? Alors, j'ai remis de l'énergie dans le bébé, j'ai remis de l'énergie dans la tête de la mère. Les énergies étaient là, mais quand je cherchais le rapport entre la mère et l'enfant, l'information était toujours là. Il y avait plus de différentes énergies, mais l'information était toujours là. Il y avait toujours la ligne. Ah oui. Vous avez séparé les deux. Enfin, j'ai renvoyé la mère en disant elle est forcée au niveau dents, puis après on verra. Oui, oui. C'est drôle. Alors, oui, c'est ça. Écoutez, je commence à comprendre la construction que vous avez élaborée, effectivement. Cela dit, Là, je commence à être fatiguée. oui, ben on va peut-être s'arrêter d'ailleurs. Je voulais terminer sur ce point en vous disant est-ce que l'être humain n'est pas lui-même capable de créer des liens entre lui et le cosmos? Est-ce que ces liens ils sont donnés par le cosmos ou est-ce que c'est lui-même qui les constitue? Je crois qu'il y a les deux. Parce que l'homme aussi a une faculté de De transformer le monde, en fin de compte, quelque part. Je crois qu'il y a les deux. Moi, j'appartiens plutôt à un courant qui pense que l'homme choisit dans son environnement un certain nombre de repères auxquels il va accorder de l'importance pour pouvoir baliser sa vie. L'homme se sert du monde extérieur. Il recycle les choses autour de lui. Il leur donne Là, on va peut-être pas aborder ce sujet-là parce que bon. Je commence à être fatiguée. Eh bien, je vais vous laisser. Je vais repartir sur Saint-Germain. Je vais reprendre le bus dans l'autre sens. Parce qu'il y a un bus qui est très bien, qui part de la gare, qui s'appelle le R4. Ah bon? Si on vous le demande un jour, si quelqu'un vient vous voir, Le R4. vous prenez le R4 et vous descendez à chemin de... Excusez-moi. Allô?
Donc, vous n'avez pas peur du mot voyance, en fait. Non. C'est un mot que vous n'êtes pas voyante. Hein. Non, je ne suis pas voyante. Si je suis voyante, c'est en médecine. C'est-à-dire que je vois des choses. Je me souviens, par exemple, quand j'étais élève de deuxième ou troisième année, j'ai fait un remplacement d'externe, c'est-à-dire que c'est le niveau le plus bas. Hein. Le niveau le plus bas. Et j'étais à Foch, dans le service de pneumologie. Et alors, c'était le premier jour, on m'a tiré but en malade, je regarde en vitesse les malades, et puis le patron arrive avec toute sa clique et voit mon premier malade. Il le regarde les radios, regarde le malade, et dit ce malade il est sorti, il faut sortir, il n'a rien du tout. C'est une erreur. Alors moi, je regarde le malade, je lui fais tirer la langue. Je trouvais un peu bronzé le malade. Je vois des taches sur sa bouche. Alors je vais voir je vais dans la salle suivante où le patron était. Je tire par la manche et je dis, j'étais pas au courant encore hein, des habitudes. Je dis, monsieur, vous ne croyez pas que là à côté c'est une maladie d'Addison, maladie très rare et tout ça. Et, mais non, pourquoi vous ce mal Addison? Il est bronzé. Oui, mais il travaille à la SNCF. Oui, je dis, mais il travaille dans les bureaux. Et puis, si on regarde sa langue, sa bouche, il y a des taches brunes dans sa bouche. Je vais regarder, pas lui. C'est peut-être une maladie bronzée d'Addison. Si c'est ça, prouvez-le. Alors, innocente, je monte les tâches de médecine. Je tire le patron de médecine par la manche et je lui dis, je crois que dans mes lits, j'ai une maladie bronzée d'Addison. Le professeur Israël m'a dit, prouvez-le, je ne sais pas le prouver. Est-ce que vous pouvez m'aider? Maladie d'Addison rarissime, etc. C'était en troisième année de médecine, vous voyez. Il descend, il voit, il fait des examens. C'était une maladie bronzée d'Addison, c'est la remplaçante d'externe qui avait fait le diagnostic, ni le patron, ni les assistants, ni personne. Et en quoi c'est de la voyance, là? Je dis que c'est de la... Je dis que c'est... Vous aviez observé, finalement, oui. Oui. Vous aviez pensé observer, oui. Moi, j'avais observé, oui. Puis, l'intuition faisant, j'avais fait le diagnostic. Mais eux, tout le service, ils n'avaient pas vu. Là, vous n'aviez pas eu besoin d'astrologie, là, carrément. Non. Donc, c'est bien ce que je voulais vous dire. Vous n'avez pas besoin d'astrologie pour travailler. Vous ne faites pas partie de ces... Parce qu'il y a beaucoup de praticiens, médecins, psychologues, qui réellement, parfois, ont un manque d'intuition au niveau du diagnostic et qui vont compenser ce manque d'intuition par l'astrologie. Ce n'est pas votre cas? Non. Il y a des médecins qui ne sont pas de très bons diagnosticiens et qui espèrent, grâce à l'astrologie, de pouvoir combler leurs limites. Non, mais je suivais des conférences externes. On apprenait les maladies principales, la maladie d'Addison, maladie de ceci, maladie de cela. Les maladies bronzée d'Addison, on apprenait que c'était la peau bronzée, des taches, une grande fatigue et que c'était une tuberculose des surrénales. Bon, il était là dans un service de tuberculose où il y avait surtout des pulmonaires. Et il n'y a pas pension surrénale. Et puis, mais moi, j'avais appris ça, c'était dans ma tête, et j'ai fatigue, malade bronzée. On a l'impression, en vous écoutant, qu'à plusieurs reprises, vous avez eu le sentiment d'avoir quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Oui. Que vous êtes un petit peu, pas une extraterrestre, mais quelqu'un qui... C'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être une participation de voyance. Oui. Parce que même là, j'étais toute jeune en troisième année de médecine, au début en plus. Je révolutionne les brûlés, je révolutionne la cardio, je révolutionne l'encéphalo, je révolutionne l'anatomie de l'homme, etc. Oui. C'est comme si vous étiez l'incarnation de grands médecins du passé qui arrivent avec un potentiel. C'est comme si vous aviez déjà un gros acquis dans des vies antérieures, par exemple. Oui, alors ce qui m'a amené à faire la médecine, alors je voulais être danseuse, c'est la lecture
Introduction à l'étude expérimentale de Claude Bernard. Oui, bien sûr, oui. Enfin, c'est drôle, quoi. Pour quelqu'un qui voulait être danseuse, mais mes parents ne voulaient pas que je pénètre dans ce milieu, alors j'ai dit je ne serais pas faire de culture physique. Et puis je suis tombée dans ce livre et j'ai devenu médecin. Mais comment vous avez fait? Oui, oui, Claude Bernard, bien sûr. C'est ça qui vous a révélé à vous-même. Et vous avez fait beaucoup d'expérimentations, effectivement. Vous avez beaucoup. Bon, maintenant, si on vous demandait comment on peut prouver la valeur de l'astrologie médicale, il n'y a pas de loi générale, si. Il y a des configurations qui pourraient. Si on devait faire des statistiques, qu'est-ce que vous conseilleriez à faire comme statistique, Madame Fontaine? Ben moi, je trouve que les statistiques, c'est déjà bien. Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme statistique? Quelles sont les directions de statistiques qu'on pourrait suivre? L'étude de quoi, par exemple? Quelle est la configuration? Donnez-nous un exemple pour terminer d'une configuration qui mériterait vraiment qu'on creuse parce qu'elle est très forte et qu'elle est très... Déjà, on ne peut pas faire... Ça tourne. Au long de la vie, les planètes tournent. Oui. Donc, il n'y a rien de spécifique, il n'y a rien de constant. Oui. Pour moi, il y a... Ah oui, d'accord. Il y a Uranus, Mars, Uranus, Oui. Les carrés Mars-Uranus Oui. qui me cassent. Ah bon, quand même, ça vous botte, oui. Ça me casse. Oui. Donc ça, Mars-Uranus, ça serait... Mais ça déclencherait quoi, Mars-Uranus? Ah bah, les accidents. Oui, c'est ça, oui. Donc, je ressors vivante quand même. Hein. Mais enfin... Ah oui, vous me parlez tout à l'heure de Mars-Uranus, en effet, oui. Oui. Et ça, c'est quoi? C'est les transits de Mars sur... C'est quoi? Carré. Carré. Dans le thème ou en transit? Dans le thème. En transit. Oui. J'ai Mars, Uranus. Uranus, Lune, Jupiter, Uranus. Lune, Jupiter, déjà c'est Lune. Et Jupiter, Uranus, c'est déjà une certaine célébrité quand même. Hein. Jupiter, Uranus, oui. c'est un syndrome de célébrité. Opposé à Mars, Uranus, à Mars, Mercure, c'est l'écrivain. Et tout ça, c'est au carré de mon ascendant. Alors, quand à mon descendant, il y a ça, et ben, je suis cassée. Je tombe dans l'ascenseur, je tombe dans 3 marches. Oui, oui. Alors que nous sommes, vous voyez, à 83 ans. Ben oui, vous êtes danseuse, hein, au départ, oui. Donc, c'est l'observation quotidienne, les confrontations des aspects, des circonstances, et tout. Mais enfin, en vous écoutant, on a l'impression que, malgré tout, c'est quand même assez compliqué, il faut chaque fois étudier. Oui, il n'y a pas de choses trop simples. Vous parlez de Mars-Uranus, mais finalement, vous avez l'impression que il faut regarder les configurations, tous les aspects, l'ensemble des choses. On n'a pas l'impression que ce soit facile d'être bonne à l'astronomie. J'ai une tension importante, et cette tension me casse quand Uranus... Oui. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie de m'avoir reçu dans votre ermitage. Il faut y arriver, effectivement, mais je pense qu'on peut quand même, c'est quand même pas inaccessible. Hein, voilà. Eh bien, je vous tiendrai au courant. Alors, Madame Fontaine, oui. Je vous tiens au courant. Je pense quand même que les gens doivent savoir que vous existez, doivent connaître votre contribution à l'astrologie, doivent lire vos livres, mais on les trouve encore, ces livres, quand même. Ah oui, tout est D'accord. Ils doivent lire vos livres parce que c'est une mine d'informations. Il y a des centaines de thèmes d'astrologie. Et je crois que beaucoup d'astrologues, d'étudiants en astrologie, ne connaissent pas cette littérature, ne connaissent pas ces livres. Ça me surprend le premier, parce que moi-même, j'ignorais réellement leur existence jusqu'à il y a quelques mois.